Tout s'est déroulé dans un silence absolu. Pas de communiqué de presse, pas d'annonce officielle, aucune déclaration du palais soigneusement rédigée pour expliquer ce qui venait de se tramer derrière les portes closes de Clarence House. Au cœur de la nuit, une princesse de 88 ans a exécuté un acte si audacieux, si méticuleusement calculé, qu'il menaçait de briser la paix fragile que le roi Charles avait mis des décennies à maintenir. La princesse Alexandra, nièce bien-aimée de la reine-mère et gardienne de ses secrets les plus intimes, s'apprêtait à mettre à exécution un plan qui attendait dans l'ombre depuis plus de 20 ans. Imaginez la scène, un écrin de velours scellé aux initiales QM intact depuis des décennies, renfermant des joyaux qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis le décès de la reine-mère en 2002. Et là, la princesse Alexandra, l'un des derniers liens vivants, avec une aire de dignité royale, plaça cet écrin dans les mains tremblantes de Catherine, princesse de Galles. Mais voici ce qui rend cette histoire absolument explosive, la reine Camilla a été totalement contournée. Elle n'a été ni consultée, ni informée, ni même reconnue. La reine consort régnante du Royaume-Uni a été traitée comme si elle n'existait pas. Pourquoi la princesse Alexandra agirait-elle avec un défi aussi flagrant, risquant un bouleversement au sein de la maison royale ? Et plus important encore, que contenait cet écrin de velours pour provoquer une telle tension suffisante pour menacer la stabilité même de la monarchie. Restez avec moi, car ce que je m'apprête à révéler changera tout ce que vous pensiez savoir sur l'image publique soigneusement orchestrée de la famille royale, dévoilant des prophéties secrètes, des testaments cachés et des promesses faites dans un dernier soupir qui éclatent enfin au grand jour. Il ne s'agit pas simplement de bijoux. Il s'agit d'héritage, de loyauté et d'une bataille pour l'âme même de la monarchie britannique. Et pour comprendre pourquoi ce moment est crucial, nous devons remonter aux dernières années de la vie de la reine Élisabeth, la reine-mère. La plupart se souviennent d'elle comme d'une douce figure de grand-mère, toujours souriante, toujours gracieuse, la matriarche bien-aimée qui a vécu jusqu'à 101 ans. Mais derrière cette apparence douce se cachait une femme qui comprenait le pouvoir mieux que quiconque. Elle a survécu à la crise d'abdication lorsque son beau-frère a renoncé au trône par amour. Elle s'est tenue aux côtés du roi George XVI pendant le Blitz, alors que Londres brûlait. Elle a vu sa fille monter sur le trône et naviguer à travers des décennies de scandales et de changements. À travers tout cela, elle a appris une leçon unique et cruciale. La survie de la monarchie dépend du choix des bonnes personnes pour porter son héritage. Dans ces dernières années, selon des sources internes du palais, s'exprimant sous couvert d'anonymat, la reine-mère était de plus en plus préoccupée par l'avenir. Elle a vu la mort de Diana fracturer la famille. Elle a observé la relation de Charles avec Camilla évoluer du scandale à une acceptation prudente. Et elle a pris une décision qui allait résonner pendant des décennies. Selon des sources proches du coffre royal, la reine-mère a modifié son testament en secret, non pas le testament public, mais un codicille privé. Un ensemble distinct d'instructions régissant ses biens les plus personnels. Ce n'étaient pas les joyaux de la couronne, ce n'était pas une propriété de l'État, c'étaient ces bijoux des pièces qu'elle avait personnellement choisi porter et chéri, les symboles de son identité en tant que reine consort, ayant incarné la dignité durant les heures les plus sombres de la Grande-Bretagne. Et dans ce document secret, ses intentions étaient claires, comme de l'eau de roche, ces joyaux devaient aller à la future reine, qui incarnerait la grâce et non l'ambition, la dignité et non le désir désespéré de reconnaissance. Elle n'a jamais nommé Camilla, et elle n'en avait pas besoin. L'exclusion était délibérée et dévastatrice. Mais c'est ici que l'histoire devient encore plus extraordinaire. La reine-mère n'a pas simplement laissé des instructions, elle a créé une prophétie. Une source du palais parlant sous condition d'anonymat complet a révélé qu'elle écrivait au sujet d'une reine à la force silencieuse, une femme destinée à restaurer la boussole morale de la monarchie. Elle a décrit cette figure avec une telle précision que lorsque Catherine est entrée dans la famille royale des années plus tard, la princesse Alexandra l'a immédiatement reconnue comme celle annoncée par la reine-mère. C'est exact. La reine-mère a peut-être prédit l'arrivée de Catherine bien avant que le prince William ne fasse sa demande. Impossible. Ou simplement l'intuition troublante d'une femme qui a passé près d'un siècle à observer la dynamique royale et à comprendre ce qui fait véritablement une reine.
Tournons-nous maintenant vers la femme chargée de cette prophétie, la princesse Alexandra. Si vous ne la connaissez pas, c'est exactement ce qu'elle préfère. À 88 ans, Alexandra, l'honorable Lady Ogilvy, est la cousine de la reine, fille du prince George, duc de Kent, et de la princesse Marina de Grèce et de Danemark. Plus importante encore, elle était la nièce bien-aimée et la confidente de la reine-mère. Alors que d'autres membres de la famille royale courtisaient la publicité, Alexandra incarnait les valeurs royales de la vieille école, discrétion, devoir et loyauté inébranlable envers la couronne. Elle a accompli des milliers d'engagements royaux, ne cherchant jamais les gros titres, ne causant jamais de scandale, servant simplement. C'est à Alexandra que la reine-mère a confié son secret le plus sacré. Selon ceux qui la connaissent, Alexandra a porté ce fardeau pendant plus de 20 ans, attendant, observant et guettant le moment d'exaucer le dernier vœu de sa tante. Ce moment est arrivé lorsqu'elle a observé Catherine, non pas la Catherine des tabloïds ou des spectacles publics, mais la Catherine qui endurait un examen implacable avec une dignité tranquille. La Catherine qui s'est mariée dans la famille la plus célèbre du monde et a conservé son authenticité. Alexandra a reconnu en elle exactement ce que la reine-mère avait décrit, une force puisée dans la grâce et non dans l'ostentation. Et ainsi, lors d'une nuit destinée à entrer dans l'histoire royale, Alexandra a agi. La rencontre secrète qui a tout changé a eu lieu tard, après 22 heures, alors que la plupart du personnel du palais était rentré chez eux. Les registres officiels ne montreraient plus tard aucune trace de la réunion, aucun rendez-vous prévu, aucun visiteur. Alexandra est arrivée à l'improviste portant une boîte verrouillée dans son coffre personnel depuis plus de 20 ans. Catherine était seule. Pas d'aide, pas de sécurité, pas de William, juste elle. Certains suggèrent que la rencontre a été arrangée par des canaux secrets, un message codé transmis par des intermédiaires de confiance. D'autres pensent qu'Alexandra est simplement arrivée convaincue que Catherine comprendrait la signification de la visite d'un membre senior de la famille royale à une heure si inhabituelle. Ce qui s'est passé ensuite allait modifier le cours de l'histoire royale pour toujours. Alexandra posa l'écrin de velours sur la table entre elles. La boîte elle-même était une œuvre d'art en velours bordeaux profond avec des charnières en laiton ternis par l'âge et ces 2 lettres gravées en or fané QM. « Ceci vous appartient », aurait déclaré Alexandra sans poser de questions, comme une affirmation. Catherine, selon ceux qui ont entendu son récit plus tard, était sans voix. Elle a su immédiatement ce que cela signifiait, le poids de la chose, les implications. « Je ne peux pas », aurait répondu Catherine. « Ces bijoux devraient aller à... » « Ils vont là où elle avait l'intention qu'ils aillent », l'interrompit Alexandra, sa voix portant l'autorité de ses 88 ans et une conviction inébranlable, pas là où le protocole le dicte, mais là où elle l'a voulu. Et alors, Alexandra ouvrit la boîte. Qu'y avait-il à l'intérieur bien plus que de simples bijoux? À l'intérieur de cet écrin de velours gisait l'histoire elle-même. La pièce principale était immédiatement reconnaissable pour quiconque a étudié l'histoire royale, la broche gardienne de la reine-mère. Ce n'était pas n'importe quelle broche. C'était la pièce que la reine-mère portait lors du couronnement de la reine Élisabeth II en 1953, la pièce qu'elle portait lors de ses apparitions publiques les plus importantes, la pièce qui, dans la symbolique royale, représentait son rôle de gardienne spirituelle des valeurs de la monarchie. Elle avait disparu de la vue du public depuis sa mort. Les observateurs royaux avaient supposé qu'elle avait été intégrée à la collection de la couronne, ou peut-être stockée dans le coffre royal. Ils avaient tort. Alexandra la gardait depuis tout ce temps, mais ce n'était pas tout. Des sources ont révélé plus tard que la boîte contenait également un rang de perles que la reine-mère portait lors de sa dernière apparition publique, une paire de boucles d'oreilles en diamant, offerte par le roi George VI, une bague en saphir ayant appartenu à la reine Mary, et le plus frappant, un morceau de parchemin plié et scellé à la cire. Ce morceau de parchemin est ce qui a élevé ce geste d'un cadeau généreux à une révélation bouleversante. La lettre qui a tout changé, écrite de la main élégante de la reine-mère sur un papier jauni par le temps, était un message qui a laissé Catherine en larmes. À la future reine qui porte la grâce et non l'orgueil, ces joyaux ne représentent pas la richesse, mais la valeur, non pas le pouvoir, mais le principe. Ils ont été portés par des femmes qui comprenaient que servir la couronne signifie s'abandonner à quelque chose de plus grand que l'ambition. Si vous lisez ceci,
Cela signifie que vous avez été choisi non par moi, bien que j'ai espéré, et prié pour quelqu'un comme vous, mais par votre propre caractère, par votre volonté d'endurer sans amertume, de servir, sans chercher la gloire d'aimer, sans vous perdre. Portez-les non pas comme des ornements, mais comme des rappels. La force de la monarchie n'est jamais venue de ceux qui exigent le respect, mais de ceux qui le gagnent par une dignité tranquille. Gardez la conscience de la couronne. C'est le rôle le plus vrai d'une reine. C'était signé simplement Elisabeth R. Elisabeth Regina, la signature de la reine-mère. Catherine l'aurait lu 3 fois les mains tremblantes. Alexandra observait en silence, laissant le poids du moment s'installer. Elle savait, chuchota finalement Catherine. Comment savait-elle? Elle a toujours su, répondit Alexandra. Elle comprenait que la couronne aurait un jour besoin de quelqu'un capable de restaurer ce qui avait été perdu, la dignité, l'autorité morale, la confiance du peuple. Et voilà prononcée à voix haute l'implication qui flottait dans l'air comme de la fumée. La reine-mère pensait que Camilla ne posséderait jamais ces qualités, et elle avait créé un plan pour s'assurer que l'héritage moral de la monarchie la contourne entièrement. Lorsque Camilla l'a découvert, ce fut la fureur derrière les murs du palais. La nouvelle du transfert n'est pas restée secrète longtemps. Dans le monde interconnecté des maisons royales, les commérages voyagent plus vite que les mémos officiels. En 48 heures, quelqu'un, qu'il s'agisse d'un membre du personnel ou d'un courtisan aux loyautés partagées, a informé la reine Camilla de ce qui s'était passé à Clarence House. Et selon de multiples sources du palais, elle a littéralement explosé. Le personnel présent lors des retombées décrit un niveau de fureur qu'il n'avait jamais vu chez elle auparavant. Camilla a passé des décennies à se forger une réputation d'imperturbabilité, à encaisser les coups, à garder son sang-froid, même lorsqu'elle était attaquée par la presse. Mais cela l'a brisée, car il ne s'agissait pas de spéculation médiatique ou de critique publique. C'était la famille royale elle-même, ou plutôt sa matriarche vénérée parlant d'outre-tombe, déclarant que Camilla était indigne de porter l'héritage moral de la couronne. Une source a décrit la scène. Elle s'est enfermée dans son bureau privé pendant des heures. On pouvait entendre sa voix à travers la porte. Pas des mots, juste le son de quelqu'un qui a été frappé au plus profond de lui-même. Quand elle a finalement émergé, ses yeux étaient rouges, son visage fermé, et elle ne voulait parler à personne, pas même au roi. Les aides les plus proches de Camilla ont essayé de contextualiser la chose, de minimiser son importance. Ce ne sont que des bijoux, lui aurait dit l'un d'eux. Des objets personnels à valeur sentimentale, rien de plus. Mais Camilla comprenait ce qu'il refusait de dire à voix haute. Il ne s'agissait pas de joaillerie, il s'agissait d'un jugement. La reine-mère aimée du public britannique, vénérée au sein de la famille royale, considérée comme la conscience morale de la monarchie, avait regardé Camilla et l'avait trouvée insuffisante, avait regardé vers l'avenir et avait choisi Catherine à la place. Et il n'y avait rien que Camilla puisse faire à ce sujet, la position impossible du roi. Le roi Charles III s'est retrouvé piégé dans un cauchemar de loyauté concurrente. D'un côté, sa femme, celle qu'il avait aimée pendant des décennies, pour laquelle il s'était battu et qu'il avait finalement épousée malgré une énorme opposition publique. La femme qui était restée à ses côtés lorsqu'il était le membre de la famille royale le plus impopulaire de Grande-Bretagne. Maintenant humilié par le rejet posthume de sa propre mère, de l'autre côté, les volontés de sa mère. Les intentions clairement énoncées de la reine-mère, et sa belle-fille Catherine qui n'avait rien fait de mal à part être choisie par l'histoire elle-même, et prise entre deux feux. Sa propre mère, la reine Élisabeth II, qui aurait eu connaissance de cet arrangement et n'a rien dit. Des initiés du palais rapportent que Charles a été dévasté lorsqu'il a appris toute l'histoire. Pas en colère dévasté. Il a passé toute sa vie à essayer d'honorer l'héritage de sa famille tout en choisissant sa propre voie. Essayer de moderniser la monarchie tout en respectant la tradition. Essayer de protéger Camilla tout en servant la couronne. Et maintenant, sa propre mère, à travers sa grand-mère, avait sapé tout cela par un seul geste posthume. Un courtisan senior s'exprimant anonymement a décrit une conversation privée. Le roi a dit «
Elle prend encore des décisions depuis la tombe. Quand cela s'arrête-t-il? Quand pourrons-nous définir cette monarchie sans que des fantômes ne dictent les conditions? Mais Charles comprenait aussi la brutale réalité politique. Il ne pouvait pas défaire cela sans donner l'impression d'ignorer les volontés de sa grand-mère pour protéger les sentiments de sa femme. L'image serait désastreuse. Le public aimait la reine-mère. Ils aimaient de plus en plus Catherine. Et Camilla, malgré des années de réhabilitation, portait toujours le fardeau d'être l'autre femme qui avait brisé le mariage de Charles et Diana. Si Charles essayait de réclamer ses bijoux, il ne serait pas vu comme défendant sa femme. Il serait vu comme attaquant l'héritage de sa grand-mère et la dignité de Catherine. Il a donc pris la décision la plus royale possible. Il n'a rien dit et rien fait. Pas par force, mais par paralysie stratégique. Parfois dans une monarchie, le choix le plus sûr est le silence. La réponse calculée du prince William. Alors que Charles luttait contre l'indécision, le prince William est passé à l'action. William a toujours été protecteur envers Catherine. Il l'a vu endurer des années d'examen médiatique brutal avant leur mariage. Il l'a vu vilipender pendant leur brève rupture. Il l'a vu naviguer avec grâce et force face à la pression impossible d'entrer dans sa famille. Et il n'était pas sur le point de laisser quiconque, y compris sa belle-mère, faire sentir à Catherine qu'elle était coupable de recevoir ce qui lui revenait de droit. Selon des sources du palais, William a eu une réunion privée avec son père. La conversation a été décrite comme franche mais respectueuse. William aurait avancé plusieurs points. Premièrement, ces bijoux n'ont jamais été destinés à Camilla. Ils étaient une propriété personnelle, spécifiquement désignée pour quelqu'un que la reine-mère croyait incarner ses valeurs. C'est Catherine. Nier cela serait réécrire l'histoire. Deuxièmement, Catherine n'a pas demandé cela. Elle n'a ni comploté, ni manipulé. Alexandra est venue à elle parce qu'elle accomplissait une prophétie faite avant même que Catherine n'entre dans notre famille. Si quoi que ce soit, cela prouve le caractère de Catherine. Troisièmement, si nous essayons de défaire cela, nous aurons l'air d'avoir honte du jugement de notre propre grand-mère. Nous dirions que la reine-mère avait tort. Est-ce vraiment le message que nous voulons envoyer? Quatrièmement, et c'est le plus dévastateur, certaines choses n'ont jamais été à toi, père, pour que tu puisses les donner, et par conséquent pas à toi pour les reprendre. Cette dernière phrase aurait laissé Charles sans voix. William ne contestait pas l'autorité de son père en tant que roi. Il énonçait simplement une vérité que Charles lui-même comprenait, mais ne pouvait se résoudre à accepter. Cette décision avait été prise bien avant que Charles ne porte la couronne, et il était au-delà de son pouvoir de l'inverser. L'intervention de William était calculée et brillante, encadrant la situation comme le respect des volontés de la reine-mère, plutôt que de prendre parti entre Catherine et Camilla. Il a donné à son père un moyen d'accepter la situation sans avoir l'impression de trahir sa femme. Mais ne vous y trompez pas. William avait choisi Catherine publiquement définitivement d'une manière qui envoyait un message clair sur l'appartenance de l'avenir de la monarchie. Le début public où Catherine a porté la broche. Pendant des semaines après avoir reçu les bijoux, Catherine les a gardés privés. Elle comprenait la nature explosive de ce qui s'était passé et était prudente sur la manière de gérer la situation. Mais finalement, le moment est venu. Lors d'un petit événement caritatif pour le bien-être des enfants, pas une grande occasion d'État, pas une cérémonie télévisée. Catherine est apparue portant la broche gardienne de la reine-mère et le monde s'est arrêté. Un photographe amateur a capturé le moment. L'image a été partagée sur les réseaux sociaux. En quelques heures, les observateurs royaux avaient identifié la broche et compris sa signification. Les gros titres s'écrivaient d'eux-mêmes. Catherine porte les bijoux personnels de la reine-mère. La broche qui a contourné Camilla. L'héritage de la reine-mère. Catherine choisit plutôt que Camilla. Le retour de la grâce royale. Catherine honore la reine-mère. Le palais est resté silencieux, ce qui n'a fait qu'intensifier les spéculations. Catherine elle-même n'a rien dit sur la broche, la traitant comme un accessoire normal plutôt que comme la déclaration explosive qu'elle représentait. Mais tout le monde a compris ce qu'elle faisait. Catherine acceptait le manteau, pas avec arrogance, pas en fanfare, mais avec une reconnaissance silencieuse qu'elle portait la bénédiction de la reine-mère. La réaction du public a été écrasante.
Les sondages britanniques ont montré que 71% approuvaient que Catherine reçoive les bijoux. Seulement 12% pensaient que Camilla aurait dû être incluse. Et 68% ont déclaré que cela prouvait que Catherine était l'héritière légitime de l'héritage de la reine-mère. Alors que les réseaux sociaux bourdonnaient d'images côte à côte de Catherine, portant la broche et de la reine-mère au couronnement d'Élisabeth II, un commentateur a écrit « En un geste simple, Catherine nous a rappelé ce que la monarchie est censée être. Pas une question de pouvoir ou de position, mais de caractère et de service. La reine-mère a vu cela en elle, et maintenant nous le voyons aussi. » Le retrait de Camilla, la reine, consort dans l'ombre. Dans les semaines et les mois qui ont suivi cette révélation, un changement notable s'est produit dans la présence publique de la reine Camilla. Elle n'a pas arrêté d'accomplir ses devoirs. Elle n'a fait aucune déclaration dramatique. Elle a simplement diminué. Le personnel a remarqué qu'elle passait plus de temps seule. Elle a décliné plusieurs événements de haut profil, citant des soucis de santé mineurs. Ses apparitions publiques sont devenues plus modérées, moins confiantes. Des amis proches de Camilla s'exprimant sous couvert d'anonymat peigne le portrait d'une femme profondément blessée, mais essayant de maintenir sa dignité. Elle a l'impression d'avoir été jugée par l'histoire et trouvée insuffisante, non par le public, non par la presse, mais par la famille elle-même, par les femmes qui l'ont précédée. Et il n'y a pas d'appel, pas moyen de changer ce verdict. C'est définitif. La situation des bijoux est devenue une métaphore de tout le parcours de Camilla. Toujours proche du centre du pouvoir, mais jamais tout à fait pleinement acceptée. Toujours présente, mais n'appartenant jamais tout à fait. Un moment particulièrement poignant se serait produit lors d'une réunion de famille privée. Catherine portait une pièce différente de la collection de la reine-mère, un simple rang de perles. Les yeux de Camilla se sont fixés dessus un instant, puis elle a détourné le regard. Aucun mot n'a été échangé, mais tout le monde dans la pièce a senti le poids de ce regard, ce que cela signifie pour l'avenir de la monarchie. Prenons du recul et regardons ce que cette histoire nous dit vraiment sur la famille royale et sa direction. Premièrement, le passé contrôle toujours le présent. La reine Élisabeth, la reine-mère, est morte en 2002, il y a plus de 20 ans. Pourtant, ses souhaits, ses jugements, ses prophéties façonnent encore la dynamique royale aujourd'hui. La monarchie n'est pas seulement liée par les traditions actuelles. Elle est tentée par les attentes de ceux qui sont venus avant. Deuxièmement, le caractère compte toujours plus que la position. Camilla détient le titre officiel de reine consort, mais l'autorité morale, la légitimité spirituelle, l'affection authentique du public, celles-ci sont allées à Catherine. Et aucune quantité de positionnement officiel ne peut changer cela. Troisièmement, la monarchie est essentiellement deux institutions. Il y a la monarchie constitutionnelle formelle, celle des dîners d'État et des devoirs officiels. Et il y a la monarchie morale symbolique, celle qui existe dans le cœur et l'esprit des gens. Catherine domine désormais cette dernière même, si Camilla occupe la première. Quatrièmement, le rôle de la princesse Alexandra révèle une structure de pouvoir cachée. Les membres seniors de la famille royale même, ceux en dehors de la ligne directe de succession, peuvent façonner la direction de la monarchie grâce à leur autorité morale et leur lien avec l'histoire. Alexandra a exercé plus de pouvoir à travers cet écrin de velours que de nombreux membres actifs de la famille royale n'en exercent au cours de décennies de devoirs officiels. Cinquièmement, il ne s'agit pas de Camilla contre Catherine. Il s'agit de ce que la monarchie représente. La reine-mère croyait en une vision de la royauté enracinée dans l'exemplarité morale que les membres de la famille royale devraient incarner les meilleures vertus de la nation, et pas seulement remplir des fonctions cérémonielles. En choisissant Catherine, elle essayait de s'assurer que cette vision survive. Les questions qui demeurent. Mais notre histoire ne s'arrête pas là, car bien que nous soyons au courant des bijoux qui ont été transférés, les observateurs du palais posent une question bien plus grande. Qu'est-ce que la reine-mère a laissé d'autre derrière elle? Vous souvenez-vous de ces boîtes scellées dans le coffre royal marquées seulement de QM, celles que personne n'a osé ouvrir sans permission royale explicite? Les rumeurs continuent de circuler selon lesquelles la boîte cache plus que des babioles personnelles. Les historiens royaux spéculent qu'elle pourrait contenir d'autres lettres détaillant la vision de la reine-mère pour l'avenir de la monarchie.
Des journaux intimes avec ses observations candides sur les membres de la famille, des directives spécifiques sur la façon dont certaines traditions devraient évoluer, et peut-être même des indices sur qui elle pensait devoir ou ne pas devoir hériter de l'héritage de la couronne. La princesse Alexandra sait ce qu'il y a dans ces boîtes. Elle l'a laissé entendre dans des conversations privées, mais elle ne parle pas encore. La question est, quand viendra la prochaine révélation ? Quelles autres prophéties la reine-mère a-t-elle laissées derrière elle? Et qui d'autre pourrait être nommé ou exclu dans ses dernières volontés, un héritage renaissant? Nous avons commencé cette histoire par un acte simple, une princesse âgée remettant une boîte de bijoux à une plus jeune. Mais comme nous l'avons découvert, rien dans la famille royale n'est jamais simple. Ce qui ressemblait à un cadeau généreux était en fait l'accomplissement d'une prophétie vieille de plusieurs décennies. Ce qui semblait être un transfert d'héritage familial était en fait un jugement rendu d'outre-tombe. Ce qui paraissait concerner des bijoux concernait en réalité l'âme même de la monarchie britannique. La princesse Alexandra a pris un risque énorme en respectant les souhaits de la reine-mère. Elle aurait pu garder ses bijoux enfermés pour toujours éviter le drame, laisser le secret mourir avec elle. Mais elle a choisi d'honorer la confiance de sa tante, pour accomplir une promesse faite dans un dernier soupir pour s'assurer que la vision de la reine-mère pour l'avenir de la monarchie se réalise. Catherine a accepté ce fardeau avec la grâce qui a défini sa sélection en premier lieu. Elle n'a pas cherché cette reconnaissance. Elle n'a pas fait campagne pour l'obtenir. Elle a simplement vécu d'une manière qui a accompli une prophétie dont elle ignorait même l'existence. Et Camilla. Elle apprend la leçon la plus difficile que quiconque dans la famille royale doit finalement apprendre. La position peut être accordée par le mariage ou par le titre. Mais la légitimité, la véritable et profonde légitimité morale, ne peut être gagnée que par le caractère. Et une fois perdue, elle ne peut jamais tout à fait être récupérée. Le roi Charles reste coincé entre la femme qu'il aime et l'héritage dont il a hérité. Il n'y a pas de résolution facile, pas de réponse parfaite. Mais voici ce que nous savons avec certitude. La reine-mère façonne toujours la monarchie depuis l'au-delà. Sa voix, ses valeurs, sa vision. Elles résonnent dans chaque pièce de chaque palais. Elles influencent chaque décision, chaque plan de succession, chaque conversation feutrée sur l'avenir de la couronne. Et grâce au courage de la princesse Alexandra et à la grâce de Catherine, cette vision a rené. Alors je veux avoir votre avis. Pensez-vous que la princesse Alexandra a eu raison de contourner Camilla et de donner les bijoux à Catherine, ou aurait-elle dû suivre le protocole officiel sans tenir compte des souhaits personnels de la reine-mère? Et la plus grande question, les morts devraient-ils être autorisés à contrôler les vivants, ou les souhaits des membres de la famille royale passée? Mérite-t-il d'être honoré peu importe le temps écoulé? Laissez vos pensées dans les commentaires. Et dites-moi si vous étiez le roi Charles, que feriez-vous? Essayeriez-vous de récupérer les bijoux pour protéger la dignité de votre femme? Ou laisseriez-vous l'histoire suivre son cours, même si cela signifie que votre femme est à jamais définie par cette exclusion, car cette histoire concerne plus que la royauté. Elle parle de famille, elle parle de loyauté. Elle parle de savoir si nous honorons les souhaits de ceux qui nous ont précédés, même lorsque cela cause de la douleur dans le présent. Et ce sont des questions auxquelles chaque famille royale ou non doit finalement répondre. À la prochaine. N'oubliez pas, parfois les héritages les plus puissants ne sont pas ceux dont nous héritons par les liens du sang. Ce sont ceux que nous gagnons par le caractère. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain chapitre de cette saga royale en cours. Car s'il y a une chose que nous avons apprise, c'est bien celle-ci. Les secrets de la reine-mère sont loin d'avoir fini de se révéler. La monarchie ne sera plus jamais la même. Et l'histoire, elle ne fait que commencer.